Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Comme une bombe à fragmentation politique, l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy continue de faire des dégâts, mais au sein de la majorité. En quelques jours, le gouvernement se retrouve pris au piège de ces déclarations contradictoires. Fragilisé, Christiane Taubira tente de se justifier, assurant ne pas avoir menti sur la connaissance des écoutes de l'ancien président. Retour sur ce feuilleton politico-judiciaire et analyse des conséquences avec notre club d'éditorialistes ce soir. Deux invités pour une conférence de presse sur le redécoupage électoral. Bernadette Chirac et Charles Pasqua aux côtés des sénateurs UMP pour mener le combat contre la modification de la carte des cantons. L'ex-première dame est concernée au premier chef puisque son canton de Corrèze pourrait disparaître réparti sur 3 territoires. Réaction dans ce journal. 5 jours après la disparition du Boeing de la Malaysia Airlines, les informations sont toujours contradictoires. Les recherches infructueuses et la communication confuse des autorités malaisiennes alimentent les critiques de plus en plus vives dans la presse du pays et au sein de la population. Et on apprend à l'instant que des images satellites chinoises pourraient, je dis bien pourraient, montrer des débris du Boeing disparu selon le site américain CNN. Détail à suivre. La Crimée indépendante prête à se donner à la Russie à quelques jours d'un référendum jugé légal par les Russes mais illégal à Kiev et en Occident. La tension internationale monte d'un cran. François Hollande juge cette annexion inacceptable. Pour Barack Obama, il s'agit d'une violation du droit international. En Russie, Vladimir Poutine est quant à lui sûr de son fait. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est une bombe à fragmentation politique. Depuis les révélations du quotidien Le Monde et celles du Canard enchaînées, l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy n'en finit plus de faire des dégâts, mais au sein du gouvernement. Déclarations contradictoires, ambiguïté et fragilité ont rythmé ces dernières heures. Le rappel des faits avec Mounir Soussi. Documents à l'appui, Christiane Taubira tente de désamorcer les accusations de mensonges. Je n'ai pas menti. Et j'ai bien entendu que depuis quelques jours, et essentiellement depuis 24 heures, des parangons de vertu et de justice demandent ma démission. Alors je leur réponds aussi tout de suite, non, je ne démissionne pas. Contrainte de s'expliquer, la garde des Sceaux concède avoir été mise au courant des écoutes visant Nicolas Sarkozy le 28 février, mais affirme ignorer tout de la date, la durée et du contenu de ces écoutes. Jean-Marc Ayrault soutient Christiane Taubira et considère qu'elle a toute sa place au gouvernement. Ce matin, à la sortie du Conseil des ministres, certains tentaient d'enrayer les attaques. Le piège est magnifique, la manipulation est magnifique, mais à la fin, il ne restera que la vérité, c'est-à-dire des affaires graves, qui doivent être jugés par des juges. Une ligne de défense balayée par la droite qui ne laisse aucun répit à Christiane Taubira. Je pense que dans n'importe quel autre régime parlementaire, imaginez un instant que nous soyons aux États-Unis, on serait dans une procédure de révocation immédiate. Un ministre de la Justice qui ment sciemment. Le mensonge d'État doit être sanctionné et la seule façon de s'en sortir pour le gouvernement, c'est que Mme Taubira démissionne et que le président de la République s'explique sur la réalité de ces écoutes. L'opposition cherche à attirer François Hollande dans la polémique, mais le président s'est déjà abrité derrière la séparation des pouvoirs pour éviter de descendre dans l'arène. Voilà, et nous évoquerons dans quelques instants la communication du gouvernement sur cette affaire et les conséquences de ce feuilleton politico-judiciaire avec notre club d'éditorialistes. Judiciaire, justement, arrêtons-nous ce soir sur la remontée d'informations. La chaîne dans cette affaire jusqu'à la chancellerie. Ce matin, sur Europe 1, le procureur de Paris, François Faletti, affirme avoir informé la garde des Sceaux dès le 26 février, après l'ouverture d'une information judiciaire pour trafic d'influence. Alors comment cela s'est-il passé? Les détails avec Sophie Normand-Couturier. Ce matin, le procureur général de Paris confirme avoir informé la chancellerie du dossier des écoutes de l'ancien président Nicolas Sarkozy dès le 26 février. Le 26 février 2014, il y a eu un rapport d'information qui est remonté auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces, comme c'est la règle s'agissant des dossiers qui présentent une importance particulière.
En marge de la conférence de presse hebdomadaire, la garde des Sceaux dit n'avoir eu connaissance des faits que 2 jours après la réception par son cabinet du rapport d'information. Voilà donc ce qui est remonté à la chancellerie. Si vous pensez qu'il y a là des comptes rendus et des synthèses d'interception judiciaire, c'est votre liberté, l'imagination peut-être à la fois au pouvoir et dans la presse. Face à la presse, la garde des Sceaux brandit 2 lettres qui pourraient contredire sa défense. Les documents révèlent qu'elle était, je cite, régulièrement au courant des détails des évolutions de l'enquête liée au financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. On y apprend également que les conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog ont été écoutées du 28 janvier au 11 février 2014. Autre élément apparu dans la journée, c'est Nicolas Sarkozy qui était écouté et non pas son conseil, de quoi peut-être atténuer la colère des avocats. C'est une phrase qui est souvent reprise ces derniers jours. La voici. Quand on est ennuyé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire une autre affaire dans l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Une phrase, véritable leçon de communication attribuée à Charles Pasqua. Ce soir, sur notre antenne, l'ancien ministre de l'Intérieur n'en reconnaît pas la paternité. Interrogé sur les affaires en cours, il attaque le gouvernement et met en doute la parole de Manuel Valls. On écoute Charles Pasqua sur le plateau de Delphine Gérard. Ça paraît difficilement crédible. Voilà. Qui n'ait pas exploité les choses, ça c'est une affaire. Mais qui n'ait pas été au courant, cela paraît tout de même assez difficile à croire. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus grave, et je reviens là-dessus, c'est une très grande pagaille au niveau du gouvernement. Et en réalité, c'est en quelque sorte l'absence de gouvernement. Voilà, Charles Pasqua, ancien sénateur qui était de passage aujourd'hui au Sénat en compagnie d'une ex-première dame, Bernadette Chirac. Ils étaient tous deux invités par les parlementaires UMP à une conférence de presse sur le redécoupage électoral qu'ils qualifient de tripatouillage de la part de la gauche. Bernadette Chirac est concernée au premier chef puisque son canton de Corrèze pourrait disparaître. On voit tout cela avec Julien Cholin. Ils sont venus, ils sont tous là. Élus et médias ont répondu à l'appel de Bernadette Chirac. La femme de l'ancien chef de l'État compte bien sauver son canton de Corrèze et pour ça, Madame Chirac n'a pas peur d'employer les grands mots. La France a survécu parce que un certain nombre de Français, des soldats de la République, se sont battus à toutes les époques. À sa droite, Charles Pasqua, qualifié en son temps de boucher électoral pour son redécoupage contesté des circonscriptions en 1986. Aujourd'hui, il s'élève en opposant et pour cause, la réforme profiterait cette fois au Parti socialiste. Explication, elle instaure dorénavant l'élection de 2 conseillers par canton. Un homme, une femme, et pour éviter leur multiplication, les cantons sont divisés par 2. Et pour redécouper, priorité au nombre d'habitants. Le gouvernement ne tient compte que des populations et met à bas tous les territoires. Et en mettant à bas les territoires, eh bien, il concentre ses efforts sur la ville, sur l'urbain. Et comme le Parti socialiste et la gauche est en général plus forte sur l'urbain, cela montre très clairement que politiquement, ils veulent reprendre la totalité des départements. Donc c'est une opération purement politicienne. À 80 ans, Bernadette Chirac est devenue l'égérie des opposants à cette opération redécoupage. Après avoir rencontré François Hollande en décembre, elle mise cette fois sur plusieurs recours au Conseil d'État pour stopper la mise en place de la réforme. J-10 avant le premier tour des élections municipales et direction ce soir Saint-Pierre d'Entremont, une commune, mais vous allez le voir, 2 maires, l'un en Isère et l'autre en Savoie, 2 villages de montagne où les 2 élus gèrent chacun à leur manière les affaires courantes à milieu de la politique nationale. On voit tout cela avec Marie Brémaud. Elle a mis un peu de temps à s'adapter au costume, mais désormais sa mairie, elle ne la quitterait pour rien au monde. Brigitte Bienassi brigue un 2e mandat à Saint-Pierre d'Entremont. Pour son village, elle se bat sur tous les fronts. Quand on fait un nouveau groupe scolaire, quand là on a fait avec la communauté de communes une station essence publique, quand on se bat pour garder notre bureau de poste, quand on améliore le service de déneigement, voilà, c'est des choses qui font que ça fait plaisir. Jean-Paul Petit est lui aussi candidat, toujours à Saint-Pierre d'Entremont, mais de l'autre côté de la rivière. Le Guiers, frontière naturelle et administrative. Entre la Savoie et l'Isère, il n'y a qu'un pont.
Jean-Paul Petit a choisi de revenir ici après 20 ans de vie parisienne. En prenant la tête de la mairie, il n'avait qu'une idée en tête, le rétablissement financier de son village. Moi, je gère la commune un petit peu comme une entreprise. Donc voilà ma philosophie. Un homme, une femme, main dans la main, deux personnalités, deux sensibilités. C'est vos gîtes. Mais sur de nombreux dossiers, les deux élus travaillent ensemble. Ce gymnase a coûté 1 800 000 €. Ils l'inaugureront bientôt tous les deux. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre effectivement de travailler chacun dans son coin. Hein. Et naturellement, ça permet d'optimiser un petit peu les budgets. Il y a plusieurs équipements qu'on gère en commun entre l'Isère et la Savoie. Parce que assez naturellement, c'est le même bassin de vie. Donc même pour les habitants, à la limite, ils habitent à un endroit, mais ils utilisent les deux côtés. Unis, les Savoyards et Isérois de Saint-Pierre, cela rapporte quelques bonus. Il y a des contraintes importantes, et administratives notamment, et puis il y a des avantages. Voilà. Quand il y a des subventions, on les a en double, par exemple. Tout sourire à la même table, mais ne venez pas à parler politique. Les étiquettes ici, elles restent dehors. La suite du 22h et c'est l'heure du club d'éditorialistes du mercredi consacré ce soir aux suites de l'affaire des écoutes de l'ancien président. On en parle avec nos invités ce soir. Sébastien Le Foll, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes directeur de la rédaction du Point. Avec nous également Claude Veil, bonsoir. Bienvenue, vous êtes directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Philippe Gouliot est là, bonsoir. Bonsoir Sonia. Rédacteur en chef et chef du service politique au Figaro. Et Frédéric Ploquin, bonsoir. Bonsoir Sonia. Vous êtes grand reporter à Marianne. Vous êtes également l'auteur du livre Secret d'avocat chez Fayard. Et puis, il est très en forme. L'actualité lui est servie sur un plateau. Hein. Notre dessinateur, Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Vous êtes gâté ce soir. Oui, vous avez vu, vous avez un micro. On va vous écouter ce soir. Attention. J'espère qu'on va m'écouter. J'espère qu'on sera nombreux à m'écouter. Alors messieurs, déclaration contradictoire, ambiguïté, fragilité. Que pensez-vous, Philippe Gouliot, de cette séquence, de cette communication du gouvernement depuis les révélations du Monde et du Canard enchaîné? C'est absolument désastreux. On est à 10 jours des élections municipales et je pense que les répercussions sur les élections risquent d'être très lourdes, avec une abstention féroce. Moi, je pense à ça. C'est vrai que là, on a vu Christiane Taubira dire un jour qu'elle avait été informée par Le Monde, être désavouée le lendemain par Jean-Marc Ayrault. Ensuite, elle fait cette espèce d'intervention en compte rendu du Conseil des ministres qui était étrange. Et tout ça pour brandir finalement des textes, les lettres qu'elle avait reçues et qui finalement contribuent encore à renforcer le flou, l'incertitude et les doutes. C'est vraiment une catastrophe. Catastrophe, dites-vous. Ah oui. Claude Veil, communication acadabrantesque. Ah, en tout cas, il y a un coup de bien joué, comme on dit aux échecs. C'est l'opposition qui a réussi à transformer l'affaire Sarkozy en affaire Taubira. Ça, c'est quand même un coup de maître, parce que j'attends toujours que quelqu'un m'explique l'enjeu de cette affaire. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle l'ait appris le 24, le 26 février ou le 4 mars? Qu'est-ce que ça change? C'est la concordance de ses propos dans le temps. Mais qu'est-ce que ça change sur le fond? Je veux bien, je ne sais pas si elle a menti, je ne sais pas si elle s'est coupée, je ne sais pas si elle s'est mal expliquée, je ne sais pas si elle s'est pris les pieds dans les notes de ses conseillers techniques. Mais qu'est-ce que ça change sur le fond? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, nous aurions la preuve que le gouvernement a fait écouter, parce que c'est ça qui est en jeu, ce qu'essaie de nous expliquer Jean-François Copé et surtout Christian Jacob, c'est que tout ça c'est de l'espionnage politique. Moi c'est pas du tout le sentiment que j'ai, mais si c'est le cas, je serais scandalisé, je hurlerais, j'irais avec Jacob faire la manif. Mais pour le moment, la seule chose qu'on voit, c'est qu'un juge a ordonné des écoutes, on pourra y revenir, que ces écoutes ont débouché sur blablabla, je refais pas l'histoire. C'est une information, une instruction gigogne. Hein. Vous ouvrez la poupée, il y en a une autre dedans. Mais savoir à quel moment le parquet a fait remonter Place Vendôme, pour vous, nous avons ouvert une information, pour moi c'est absolument subalterne, mais comme la ministre, en effet, a eu une communication consternante. Du coup, tout le monde s'est jeté là-dessus en disant « ça y est, c'est la preuve, elle a menti, elle cache quelque chose ». Mais elle cache quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle ment, ça accrédite l'idée que peut-être elle a donné l'ordre d'espionner. Et voilà pourquoi Sébastien Le Foll, la droite a appelé Christiane Taubira à la démission. Elle s'est défendue, rejetant tout mensonge, reconnaissant du bout des lèvres, du moins, une maladresse. Est-ce que l'icône du gouvernement est fragilisée, selon vous? Moi, ce qui me frappe, contrairement à Claude, je ne trouve pas que ça soit la droite
droite qui réussit à inverser la suspicion. Alors certes, effectivement, ils ont dramatisé cette situation, ils ont agité effectivement la colère des avocats, mais je pense que c'est surtout le gouvernement lui-même qui s'est mis dans cette situation. Et nous, il y a 3 semaines, on avait titré au point « Les sous-doués au pouvoir ». En fait, on était en dessous de la réalité. Parce que c'est la 7e compagnie. En fait. Oui. C'est vraiment la 7e compagnie au gouvernement. Et là, on voit quand même que ça commence par le Premier ministre et le ministre de la Justice qui se démentent entre eux, puis le pompon aujourd'hui. Regardez, petite parenthèse, regardez ces 2 lettres brandies. La nouvelle sonnerie de Christiane Taubira, comment ça fait Quoi, mais j'espère que la batterie va durer longtemps, on ne sait pas si la batterie va durer. Ces 2 lettres brandies en conférence de presse qui sont censées prouver sa bonne foi, et qui finalement, le site internet du Monde zoome sur ces lettres et montre que, effectivement, contredisent ce qu'elle vient de dire. On les a, voilà, ces 2 lettres, le Monde a zoomé avec de la haute définition, on a le contenu de ces lettres. Justement, Frédéric Leclerc, ce n'est pas une autre maladresse d'avoir brandi finalement ce document qu'on a sous les yeux et qui indique que la garde des Sceaux a été régulièrement informée de tout cela? Si vous prenez un peu de recul, effectivement, vous avez des magistrats qui enquêtent sur des supposées malversations financières, qui enquêtent en gros au départ, pour faire court, sur le financement politique, le financement de l'élection de 2007 de Nicolas Sarkozy, c'est ça au départ. Donc on a quelque chose d'assez sérieux, des juges qui aimeraient savoir, des instructions qui sont ouvertes. Des juges d'instruction qui, je le rappelle, ne rendent de compte à personne. C'est peut-être une anomalie française, mais en tout cas, c'est le cas. Ils n'ont pas à demander l'autorisation à qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Ils font leur boulot. Il faut quand même rappeler que globalement, il y a comme un contentieux, je dirais, entre les juges d'instruction et Nicolas Sarkozy, et que c'est peut-être la suite. C'est-à-dire qu'on a... J'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, ils sont dans une véritable guerre. On est dans une véritable guerre entre d'un côté ces juges. Gérard Taubira, à la limite, elle est accessoire. Je vais y venir, mais elle est accessoire dans cette histoire. La vraie guerre, pour moi, elle est entre des magistrats qui ont décidé de coincer Nicolas Sarkozy, qui, sur le dossier libyen, ont au fond pas grand-chose, et qui décident à un moment donné, en septembre, donc, d'ouvrir large les écoutes téléphoniques sur... Alors, ils le font pourquoi ? Ils le font, la vraie raison pour laquelle ils le font au départ, apparemment, c'est qu'ils soupçonnent des policiers, des anciens policiers proches de Nicolas Sarkozy, de l'enseigner, et des magistrats éventuellement. Donc je crois que ça commence par une... des anciens policiers, on ne le savait pas. Non, ça commence par une conversation entre Michel Gaudin, qui est le directeur de cabinet, on va dire, de Nicolas Sarkozy, hein, dans sa nouvelle demeure, et un policier. Et là, les juges se disent, oula, c'est pas, ils vont apprendre, et effectivement, plus tard, ils vont découvrir que ces gens-là savent, enfin, qu'il y a des gens, qu'il y a des fuites. Mais pour revenir à Mme Taubira, elle, à côté de tout ça, donc il y a une enquête sérieuse, etc., elle est juste prise les mains dans le pot de confiture comme une gamine, quoi. Elle fait un petit mensonge à la noix, un peu ridicule, et je pense que là, effectivement, elle s'est mis un coup elle-même assez rude et assez violent. Avec les avocats, parce qu'ils ne décolèrent pas, mais... Et elle arrive ensuite avec ses papiers, c'est une double bourde. Mais d'un côté, quand même, qu'on soit réaliste, on a une double boulette comme ça, une garde des Sceaux qui peut-être pas bien, ni sa communication, comme disait Claude tout à l'heure, ni même, je dirais, qui n'est pas très professionnel, comme vous le disiez à l'instant. Et puis pour les journalistes dans des véritables affaires. C'est que Manuel Valls a expliqué que donc il a découvert ça dans la presse, qui prouve quand même que la presse fait encore son travail et donc donne des véritables informations. Parce qu'elle informe. Alors vous le dites sur un ton mais regardez justement, Manuel Valls s'est exprimé de nouveau ce soir. Il était invité de la rédaction de Mediapart. On va l'écouter sur ce sujet. Le cabinet de la garde des Sceaux est informé le 27 février. La garde des Sceaux elle-même, je crois qu'elle l'a dit, est informée le 28 février. Le Premier ministre est informé le 4 mars. L'Express dévoile l'existence d'une information judiciaire ou de perquisition. Et le 7 mars, Le Monde dévoile l'existence d'écoutes et des éléments sur leur contenu. Et moi, je n'ai pas été informé directement, indirectement, par écrit ou par oral, par la police judiciaire, puisque c'est dont il s'agit, je n'ai pas été informé. Voilà, Manuel Valls, il y a exactement 1h30, donc c'était dans la rédaction de Mediapart. Sébastien Le Foll, il maintient donc sa version au risque de passer pour l'homme le moins informé de la République. Ben oui, c'est un peu embêtant pour lui. Et en même temps, pour le moment, la hiérarchie de la police lui donne raison. Alors que Christine Taubira, elle, je vous rappelle, elle est contre elle le procureur Faletti, à qui elle a voulu faire des misères. S'il était informé, c'est là que nous aurions des raisons de nous inquiéter, parce que les policiers qui sont chargés des écoutes,
se poser la question de savoir si ça vaut le coup de mobiliser autant de policiers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour écouter des bandes sur lesquelles manifestement il n'y a pas grand-chose. Mais ces policiers, ils ne rendent compte sur commission rogatoire qu'au juge d'instruction. Ils ne sont pas du tout supposés envoyer leur rapport place Beauvau. Donc que Valls soit pas au courant, après tout, ça n'a rien de choquant. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, au-delà de toute la chicaille politique qui m'assomme, c'est, je me place d'un point de vue là de citoyen. Chicaille politique, d'accord. Politicienne même. Oui, c'est l'objet de notre débat, ça va être compliqué. Non, moi je me place d'un point de vue de citoyen. Je vais faire de la grande politique, Sonia, si vous me permettez. Comme d'habitude. C'est que ce que tout ça nous révèle, c'est qu'il y a à l'intérieur de la police et à l'intérieur de la magistrature une guerre. Il y a des gens qui roulent pour Sarkozy, il y a des gens qui veulent se faire Sarkozy, il y a des réseaux qui s'agitent. Et ça, je trouve ça très inquiétant. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai la faiblesse de penser que les juges et les policiers, ils devraient être dévoués à l'intérêt général, au bien public, et que les juges devraient être d'une totale neutralité, sans passion et sans affect. Je ne vois pas du tout ça dans cette histoire. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Oui, moi je suis un bisounours. Ah, mais moi je suis un bisounours. Au ministère de l'Intérieur, il y avait toutes les strates de Jox, les strates de Pasqua, à nouveau quelques couches. À chaque alternance, on se reprend une couche. C'est terrible ça. Mais moi, alors, je dirais que quand même, si Valls n'est pas au courant, et moi je ne l'exclus pas, je trouve quand même que c'est assez préoccupant, parce qu'il vient de détailler le calendrier, et je trouve que ça met très longtemps à arriver aux oreilles du premier flic de France. Il n'a pas à en connaître. Mais, jusqu'à présent, par rapport à ce que disait Claude à l'instant, pour l'instant, les réseaux dont on parlait dans la magistrature et la police, c'était plutôt des réseaux qui renseignaient Nicolas Sarkozy, et par l'inverse. C'est vous-même, Frédéric. Manifestement, il y a des gens aussi qui veulent se faire Sarkozy. Donc, non, mais il y a les deux. Ouais. Mais ce que je veux dire, là, il y a un indice quand même, c'est ce que vous disiez à l'instant, le fait que Christian Loturon, qui était donc directeur central de la police judiciaire, qui n'a jamais caché son appétit pour l'UMP et ses choix politiques, qui n'est plus en fonction et qui est à la retraite et qui donc a une parole totalement libre, le fait que ce monsieur cet après-midi ait pris la peine de déclarer qu'il n'avait rien transmis à Manuel Valls, c'est intéressant. Parce que s'il avait pu, je peux vous garantir, moi je le connais très bien, non mais s'il avait pu un petit coup de poinçon comme ça au passage, il l'aurait fait. Exactement comme monsieur Faletti, François Faletti, que Christiane Taubira, il n'y a pas très longtemps, a essayé de virer de son poste. Vous vous souvenez de l'épisode? Vous pensez qu'il y a un petit non, mais c'est pas ça, c'est que lui en revanche, il est allé très clairement, il est carrément allé chez monsieur El Kabbach, ce qui est quand même assez rare pour dire, bah voilà, oui, je lui ai donné, ça sent quand même un petit peu la revanche. Et lui, il a été très clair. Et je pense que si donc du côté de la police judiciaire, quelqu'un avait pu faire la même chose aujourd'hui, ça serait déjà fait. Et l'effet désastreux, en tout cas pour le simple justiciable qui suit cette affaire, c'est que quelques cas, alors qu'à citer, parce que je ne pense pas que quelques cas, quelques juges engagés ou autres qui ont des comptes à régler discréditent l'ensemble du système. Mais c'est vrai que l'effet que ça fait sur le justiciable, c'est qu'on a l'impression que les juges choisissent leur justiciable et décident de mettre en œuvre les moyens plus ou moins... Non, il y a un tour. Enfin, les juges, ils choisissent pas leur dossier. Les juges, ils sont désignés en fonction. C'est l'impression qu'on a en voyant comment ça marche. Il y a un tour de permanence. Regarde, c'est Manuel Valls. Moi, je n'écoute pas Le Monde, je le lis, justement. Et je voulais juste vous faire écouter la réaction, parce qu'il était notre invité tout à l'heure, de Charles Pasqua, de nouveau, sur, justement, la parole de Manuel Valls. Écoutez-le. Ça paraît difficilement crédible. Voilà. Qui n'ait pas exploité les choses, ça, c'est une affaire. Mais qui n'ait pas été au courant, cela paraît tout de même assez difficile à croire. Mais ce qui est de beaucoup plus grave, et je reviens là-dessus, c'est une très grande pagaille au niveau du gouvernement. Et en réalité, c'est, en quelque sorte, l'absence de gouvernement. Selon Charles Pasqua, Manuel Valls est au courant et c'est un connaisseur qui parle. Mais alors moi, je vais vous lire juste une phrase que Joseph Massescaron, donc, qui est directeur de Marianne, écrit dans son... C'est comme ça qu'il commence son prochain éditorial, par une phrase de Charles Pasqua. Je peux pas. Voilà. Il dit, donc Charles Pasqua, ouvrez les guillemets, quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne rien. Frédéric, est-ce que vous savez que tout à l'heure, justement, Charles Pasqua, sur notre antenne, c'était dans le journal de Delphine Girard, ne reconnaît pas cette phrase, ne reconnaît plus sa phrase. Elle lui a attribué. Parce qu'elle était un peu arrangée par Massescaron, mais c'est l'idée. En tout cas, c'est l'idée. C'est ça. Et donc, je trouve que ça fait le bilan de la séquence. Elle n'est peut-être pas vraie, mais elle est très vraisemblable. Elle est très vraisemblable, mais ça fait bien le bilan de la séquence. Actuellement, pour comprendre l'actualité, c'est-à-dire que ça soit cette actualité judiciaire et politique, et d'autres, l'actualité économique,
avec l'histoire de Free et Bouygues, il faut être très calé en téléphonie. On voit qu'il faut avoir quelques compétences dans ces C'est le fil rouge, si je peux me permettre. Mais en tout cas, puisque vous parlez... On va avoir des policiers bientôt qui ont... de diversion, je lis sur le site du Figaro à l'instant, Philippe Gouliot, qu'autour de Nicolas Sarkozy, on sourit de cet effet boomerang. Le retournement inattendu de l'accusation contre le gouvernement allège vraiment l'ambiance autour du président de la République qui était assez lourde, on va dire. L'ambiance était très lourde la semaine dernière avec les révélations sur les écoutes de Buisson, enfin les enregistrements de Patrick Buisson, le très sulfureux conseiller de l'ancien président. Ensuite, le fait qu'il soit placé sur écoute pour des soupçons d'actes quand même assez graves, même s'ils sont très difficiles à prouver, à étayer. C'est vrai que là, c'était une affaire Sarkozy qui pouvait durer longtemps et nuire à son retour dans l'atmosphère politique. Et ben maintenant, effectivement, la charge de la preuve... Mais comment vous expliquez qu'en quelques jours, en quelques heures, tout s'est basculé, les cartes ont été rebattues? Claude Veil. Parce que on a démarré comme ça. Évidemment que Mme Taubira a gaffé. D'abord, elle n'avait pas à se précipiter à TF1. Le dossier est compliqué. On n'explique pas ça aux 20h de TF1. Si elle voulait s'expliquer, il fallait qu'elle convoque des spécialistes de la spécialité, des gens comme Frédéric, pour leur expliquer voilà ce qu'il y a dans le dossier, voilà quand j'ai été prévenu, etc. Je pense qu'elle s'est coupée. Est-ce qu'elle a voulu mentir sciemment, ou est-ce qu'elle s'est coupée, ou est-ce qu'elle a été malade dans son expression? Peu importe, le mal était fait. Parce que, naturellement, moi, ce qui me porte à penser... Vous voyez que j'ai une bonne nature. Ce qui me porte à penser qu'elle ne mentait pas sciemment, c'est que si c'était un mensonge, c'était un mensonge idiot et inutile. Et qui en plus elle prenait le risque évident d'être désavouée dans les 24 heures. Donc la prise de risque était trop importante. C'est dans ces moments-là de tension qu'on reconnaît les bons ministres de l'Intérieur ou de la Justice. Les gens qui ont des c'est pas d'une manière générale, oui, ceux qui tiennent exactement. Mais pour ce qui concerne ce retournement subtil, subi, je dirais, et rude, au-delà de la phrase de Charles Pasqua, parce que la majorité est choquée, sonnée, KO debout aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy n'est jamais meilleur que dans la position de la victime, qu'il adore ça, et ils ont su retourner. Il y a un certain nombre d'avocats, d'ailleurs, à froid, on y reviendra, mais il y a un certain nombre d'avocats qui ont joué là, qui ont joué politique. On va dire, il y a des avocats politiques, il ne faut pas non plus les gens... Et il n'est jamais, aussi... Les avocats l'ont transformé en victime, c'est-à-dire qu'ils ont surjoué. Ils ont fait semblant... Selon eux, on a profané l'un de leurs talismans, les secrets professionnels. Il n'a pas été écouté du tout, Maître Herzog, Thierry Herzog, l'avocat historique et ami. Mais en fait, on a eu des avocats qui ont réagi en amis. Pardon, Frédéric, sauf que le délit qui lui est maintenant imputé, bien qu'il ne soit pas mis en examen, il est présumé innocent, d'autant plus présumé innocent qu'il n'est même pas mis en examen, le délit qui lui est aujourd'hui reproché a bel et bien été découvert, s'il a été découvert, par une écoute entre un client et son avocat. Donc ça pose quand même un gros problème du point de vue de la confidentialité. Si quand vous téléphonez à votre avocat, vous pouvez imaginer qu'il y a un flic au bout de la ligne qui est en train d'écouter, ça pose quand même un petit problème. Moi je suis très... Alors moi pour le coup, beaucoup de gens l'ont interprété, y compris parmi mes amis, comme une manifestation de corporatisme, etc. Moi je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que écouter des avocats, c'est très grave. J'ai beaucoup voyagé en Russie, en Chine, etc. Je pense que la sanctuarisation de l'avocat, c'est un élément essentiel dans une démocratie. Surtout que le juge d'instruction n'a quasiment pas de contre-pouvoir. En réalité, il fait à peu près ce qu'il veut. Il peut vous mettre sur écoute demain matin si vous... c'est peut-être pas la peine de lui donner l'idée. Si je l'ai énervé dans cette émission, il va vous mettre sur écoute. Et vous l'aurez cherché. Et à partir de là, il n'y a à peu près aucun contrôle sur ces actes, sauf des contrôles a posteriori, naturellement. Et donc il y a un déséquilibre terrible. Si en plus le gars qui se concerte avec son avocat, le juge, c'est ce qu'ils se sont dit, alors à ce moment-là, c'est compliqué de se défendre. Regardez juste un instant la caricature d'Hervé Baudry. Avec un petit commentaire pour les fumeurs de cigares. Le diplomate, c'était un cigare français des années 50. Pour revenir aux écoutes, Claude, les diplomates étrangers sont protégés par les écoutes. Donc le petit clin d'œil, c'est que le maître du barreau écouté s'insurge parce que lui, il a l'impression d'être hors de tout. Les amateurs de cigares dont vous faites partie. Hein. J'ai pas écouté, mais vous me l'avez dit. Mais pour aller dans le sens de ce que disait Claude, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'effectivement, alors on s'attarde, le mensonge des politiques choque plus qu'alors que bon. Qui a le moindre doute sur le fait que le pouvoir savait, enfin bon ça, il n'y a que le pouvoir qui pense que les hommes politiques qui pensent que on pense qu'ils sont, au contraire, ils ne savent rien. Donc là-dessus, on prend l'opinion vraiment pour une sorte de masse naïve. Et en revanche, ce qui me frappe, c'est on a moins relevé cette question de l'état de droit. Il y a une sorte d'indifférence aujourd'hui
aux violations de l'état de droit. Et ça a l'air de passer comme ça, comme une sorte d'habitude, puisque d'ailleurs on s'abrite très souvent derrière, aujourd'hui pour excuser nos turpitudes, on s'abrite derrière le phénomène culturel, que nos turpitudes seraient quelque chose de culturel. Les Français auraient dans leur gène un goût pour la magouille ou les interventions politico-judiciaires, alors que c'est ça effectivement le vrai scandale dans l'affaire. C'est ces digues-là qui ont lâché, selon vous. L'atteinte à l'état de droit, la question. Il me semble qu'on ne peut pas non plus. Moi, je ne trouve pas qu'on puisse. On l'écoute elle-même. Cette question de la proportionnalité, c'est la jurisprudence européenne. Ça me paraît très intéressant parce qu'évidemment, on est conscient, on n'est pas naïf, que les écoutes sont une chose absolument nécessaire. Mais il y a un problème de durée, il y a un problème de moyens, d'effectifs, etc. Alors, je vais aller jusqu'au bout pour être bien sûr que vous serez Attendez, écouté. je vais juste préciser les moyens mis en œuvre parce que les valeurs actuelles les a listés. Donc, il s'agirait de 10 magistrats, 50 policiers et 4 agents d'écoute téléphonique. Donc, pour cette affaire autour de Nicolas Sarkozy. Mais sur quoi? Je rappelle quand même qu'il s'agit de savoir, et là-dessus, il y a un vrai doute. Il s'agit de savoir si Sarkozy aurait pris de l'argent de Kadhafi en 2006-2007. La question est importante et légitime. Mais je n'arrive pas bien à me représenter comment on pourrait avoir des éléments là-dessus 6 ans, 7 ans plus tard en écoutant Sarkozy au téléphone. Précisément, c'est conversation. Il ne va pas téléphoner à Kadhafi, ni au fils. Non, mais quand on parle d'atteinte à l'état de droit, je voudrais juste dire quelque chose. Le Serge Tournaire, le magistrat qui est derrière ça, justement, enfin, Le Monde lui a consacré un portrait ce soir. C'est pas un guerrier, c'est a priori pas un militant. Alors peut-être qu'il en veut à Nicolas Sarkozy d'avoir voulu supprimer les juges d'instruction, mais a priori il est fils de gendarme, il a été élevé dans une caserne, c'est plutôt un type comme ça extrêmement droit. Donc c'est assez paradoxal au fond. Je trouve, de se retrouver avec Nicolas Sarkozy, victime de la police et victime de ces magistrats droits, carrés, etc. Finalement, c'est l'ironie de l'histoire aujourd'hui. Et moi, je ne vois pas pourquoi on sanctuariserait les avocats. Après tout, sinon c'est pas les avocats. Non, mais je veux dire, si on n'a pas le droit. Non, mais bien sûr, mais si on ne peut plus écouter des avocats qu'on soupçonne de malversation ou de je ne sais trop quoi, ça veut dire que là, on ne le soupçonne pas avant. Sauf qu'on ne le soupçonne pas avant. Avant, il n'y a aucune raison de la raison pour laquelle ils le mettent, c'est à cause de cette histoire de téléphone TOC, là, de ballon, comme on dit. C'est-à-dire qu'en gros, il voit qu'effectivement, puisque vous parlez de téléphone TOC, regardez Jacques Chirac. Le petit a des problèmes de gouttes? Oui, l'ex non, Jacques, des gouttes. prend des nouvelles quand même, c'est important. Non, mais c'est ça qui déclenche la chose, c'est qu'on voit donc Thierry Herzog, avocat, acheter 2 téléphones balourds sous un faux nom pour converser avec Nicolas Sarkozy. S'il y a eu un délit, on parle de trafic d'influence, etc., des choses qui sont graves, ils ont été découverts à l'occasion d'une instruction qui porte sur autre chose. Et là, je trouve que hier soir, dans une émission passionnante où vous étiez, Jean-Louis Valdiguier parlait de filet dérivant. Je trouve que c'est une bonne expression. C'est-à-dire, vous jetez un filet, vous partez chasser le merlu et tout à coup, vous trouvez vous ramassez une sardine. Mais c'est comme ça qu'ils font en matière de droit commun. Serge Tournaire, avant, il était à la GIRS de Marseille et il s'occupait de crimes organisés. Et dans la lutte contre les crimes organisés, tous les jours, vous avez donc des juges qui pratiquent le filet dérivant. Et personne ne dit rien. Et qui ramassent les voyous à l'appel, les dealers soupçonnés à l'appel. Alors, un type qui a été condamné autrefois comme trafiquant de drogue, il sort de prison. On se dit, peut-être il va s'y remettre. Paf, on met les filets dérivants. C'est ce qu'ils font au quotidien. Donc on aurait peut-être dû... Sur une si longue période, Frédéric Pepin, sur une si longue période, même beaucoup plus que ça. Non, mais ils pratiquent ça au quotidien. Donc si ça nous choque sur le principe, parce que là, il ne s'agit pas de trafiquant de drogue, mais bon, voilà, d'autres choses, on aurait peut-être pu le dire avant. Et les avocats, c'est d'ailleurs assez curieux, il y a des avocats qui dénoncent ça au quotidien et qui ne sont pas entendus par personne. Ça fait des mois, moi, qu'il y a des avocats qui viennent me dire, mais vous vous rendez compte, mon client, trafiquant de drogue, on a un peu exagéré avec lui, et en fait, ils nous décrivent ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui. Voilà. Alors il y a aussi la question, Hervé Baudry, même les bonnets rouges sont sur écoute. Voilà, ça me fait penser à la Bretagne. Pas mal, effectivement. Alors messieurs, je rame. Je vous aide à ramer. Ça fait plusieurs jours que nous vivons des rebondissements dans cette affaire. Difficile à l'heure actuelle de dire quelles sont les conséquences à court terme pour le prochain scrutin, mais en tous les cas, il y en a une qui s'exprime peu. Philippe Gouliouet. Vous voyez de qui je parle. En tout cas, elle a lâché aujourd'hui cette phrase. L'UMPS est en train de faire tomber. L'UMPS est en train de faire tomber la vie politique française dans le caniveau. Mais Marine Le Pen se frotte les mains, c'est évident, parce que je le disais, il risque quand même d'y avoir une forte abstention. On avait l'impression depuis quelque temps que l'abstention allait toucher surtout la gauche. On peut penser
qu'elle risque d'affecter aussi la droite. Et à ce moment-là, s'il y a une abstention très forte, avec le même nombre de voix, le Front National aura plus d'élus et fera un meilleur pourcentage. Et effectivement, Marine Le Pen, elle peut dire, mais moi je n'ai rien à voir avec tout ça, puisqu'elle n'a jamais été au pouvoir. Elle peut dire, moi je suis plus blanche que blanche. Vous partagez l'analyse de Philippe? Depuis maintenant assez longtemps, le Front National prospère, même pour d'autres raisons que les affaires. Ça n'a même plus besoin des affaires. Pour, oui, mais c'est un petit peu... Elle se nourrit de la situation économique du pays, parce que pour moi, la grande affaire là, qui attend le gouvernement là, au printemps, c'est les décisions qu'il va falloir prendre. Il y a le vote sur le pacte de responsabilité, il y a le rappel à l'ordre de l'Europe des économies qu'il va falloir mener, et là, ça va être quand même l'heure de vérité, ça va être une autre affaire. Et là, il n'y aura pas de question d'écoute ou de mensonges, il va falloir produire des résultats. On est à l'os. Et ce qui aujourd'hui fait le terreau de Marine Le Pen, c'est ça, cette situation-là. C'est selon vous le manque de résultats, résultats, ce que vous dites, c'est selon vous le manque de résultats du gouvernement pour l'instant. Le gouvernement est attendu là-dessus. La faiblesse générale de la classe politique la sert aussi quand même. Oui, aussi l'UMP, c'est évidemment une énorme ânerie, parce que la démonstration en est faite tous les jours. Dire que l'UMP et le PS se tiennent la main, c'est à mourir de rire. Mais le fait est que ce slogan crétin de Marine Le Pen touche un écho dans l'opinion parce que les Français ont la nausée de ce qu'ils voient. Ah oui. Et qu'ils ont l'impression que les politiques sont totalement déconnectés des réalités, ont perdu le sens du bien public et épuisent leur énergie dans des luttes stériles. Et c'est ça qui profondément, et l'absence de résultats, et la peur, ce qui domine de tout, c'est quand même la peur de perdre notre modèle social, nos protections, notre emploi, etc., qui fait que les Français je pense... Les municipales, c'est pas un bon terrain pour elles. Elles jouent un peu à l'extérieur. Le bon terrain, c'est les européennes, évidemment. Oui, mais parce que d'abord, ils sont pas présents dans les 36 000 communes, très loin de là, même s'ils sont allés ramasser des gamins dans la rue pour leur mettre... des centenaires. Des centenaires pour les en faire des candidats. Mais elle va probablement améliorer son score. Mais le seul vainqueur des municipales, dans l'état actuel des choses, vous, ça pourrait être l'abstention. C'est l'abstention. Le premier parti de France, c'est le parti de ceux qui en ont ras-le-bol. Votre analyse? Non, je dis effectivement, au niveau des partis politiques, aujourd'hui, ils sont un peu, si j'ose dire, tous à poil. Quoi. Il n'y a pas plus les uns que les autres. Donc ça nous rappelle le titre d'un livre qui a connu un succès. Un petit peu tous à poil, mais bon, à partir de là, c'est vrai que, comme le dit Claude Veil, c'est un scrutin local, donc on peut peut-être imaginer qu'il y a un peu de distance qui soit prise, mais je vais vous surprendre en vous disant que je trouve que c'est pas parce que ça sert Marine Le Pen qu'il ne faut pas aller au bout des affaires. Non, moi, je le pense profondément et je pense que c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Non, je sais, mais je pense même qu'une démocratie moderne, la France voudrait en être une, aimerait en être une, se doit d'aller au bout des affaires. Regardez, à partir de là, il faut essayer de le faire sans peut-être aller jusqu'au bout des affaires. Parlons du principal concerné pour terminer, Nicolas Sarkozy. N'oublions pas que c'est une affaire pour l'ancien président à la base, même si on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier. C'est quand même, j'allais dire, le glaive de la justice qui devient une épée de Damoclès pesant sur son retour, selon vous? Monsieur Sébastien Lefoy. Il a surtout, je vous rappelle, une formidable, visiblement, collection, si on lit Le Canard enchaîné, une collection de près de 300 CD distillé goutte à goutte d'enregistrements pirates réalisés par Patrick Buisson. Donc ça, effectivement, il semblerait que, si on croit Le Canard enchaîné, ces documents soient encore dans la nature. Donc effectivement, on peut... C'est ça l'épée de Damoclès. C'est ça qu'il faut vraiment... C'est une épée de Damoclès. C'est ça qu'il faut vraiment... Il y a Sarkozy, et pas seulement Sarkozy, il y a tous les dirigeants de l'UMP, parce qu'ils sont tous allés à Confesse. Ils sont tous allés chez Buisson. Ils sont tous allés à Confesse chez Buisson, ils sont tous allés quêter les savantes analyses du grand Manitou de l'opinion. Et donc ils sont tous en train de dire putain, mais qu'est-ce que je lui ai dit déjà, qu'est-ce qu'il m'a dit, est-ce que Magnéto tournait ce jour-là? Il y en a qui sont morts de peur. C'est très très intéressant, pour revenir une seconde sur les aspects procéduriers, que Sarkozy a demandé à Atlantico le retrait des enregistrements, mais il n'a pas attaqué au pénal Buisson alors qu'il pouvait le faire. Alors son avocat dit non. Son avocat dit que quoi, qu'il pouvait pas le faire ou qu'il l'a fait. Il y a des avocats qui ne font pas le mec derrière Sneak. Mais juste pour dire sur les affaires, malheureusement ou heureusement, mais le temps médiatique, notre temps à nous n'est pas celui de la justice. Évidemment, donc il n'est pas certain qu'on ait les résultats de ces enquêtes en cours avant longtemps. La seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est que concernant l'affaire Bettencourt, sur laquelle on a écrit pendant 2-3 ans Nicolas Sarkozy
a bénéficié d'un long lieu. Donc, ça, faut le dire. La seule chose qu'on sache pour l'instant, c'est ça. Oui. C'est que dans l'affaire Bettencourt, il est tiré d'affaire. Maintenant, il y a 3-4 autres affaires. Mais il n'est pas certain. Il n'est pas certain qu'on ait le résultat tout de suite. Alors, ça peut durer des mois et des mois. On voit bien qu'elle est paralysée par ce qui apparaît comme la continuation du quinquennat de Sarkozy. D'une époque qui visiblement n'a pas été soldée, là, qui se joue sur le terrain judiciaire. On va passer à notre revue de presse. On va juste regarder, jeter un coup d'œil sur la caricature d'Hervé Baudry, si on peut la voir, la voici. Voilà, c'est pour cet été, pour la route des vacances. Je pense que le CD sera terminé. On aura la Sarko au château, la vie condensée. Vous pouvez nous chanter. C'est comme les romans, vous savez, on vous conduisez, là, vous écoutez le roman. Vous pouvez nous chanter le refrain? Le son. Non, je répète, là, j'ai Très bien, allez. Comme tous les mercredis, messieurs, je vous présente la revue de presse de vos étos. Et on va démarrer avec le point. Vous allez voir cette une qui va s'afficher. C'est la guerre qui est déclarée. La voici. Combine, vengeance et dictaphone. Nicolas Sarkozy, espionné par Patrick Buisson et écouté par la justice, l'hebdomadaire a mené son enquête sur les différents intervenants de ces affaires. Paris Match à présent. Je vous laisse regarder, découvrir la une avec Nicolas Sarkozy, et plus précisément le couple Sarkozy. Carla veut se battre pour lui, Philippe Gouliot. C'est à peu près la même une que point de vue. Voilà. Valeurs actuelles. L'amour malgré les trahisons, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Valeurs actuelles, regardez cette une. Mort ou vif, titre l'hebdomadaire, enquête sur la plus grande cabale politique de la 5e, les détails d'une chasse à l'homme qui mobilise, je vous le disais tout à l'heure, 10 magistrats, 50 policiers et 4 agents d'écoute téléphonique. L'Express à présent avec toujours, mais je vais vous lire le bandeau, c'est Nicolas Sarkozy, la déflagration des affaires, sinon c'est la folie des régimes. Du régime de la 5e République. Du régime sarkozyste. Vous vous moquez de l'Express, mais regardez le Nouvel Observateur, Claude Veil, en bandeau aussi, pourquoi Nicolas Sarkozy a peur et sinon... Plus sérieusement, ces chefs-d'œuvre volés aux Juifs. Voilà la une, le plus grand hold-up. Une très bonne enquête. Si vous n'avez pas vu Monuments Men, ou si vous l'avez déjà vu, sur la recherche des biens volés de 33 à 45. Voilà, à découvrir demain dans vos kiosques. Merci beaucoup. Il a une de Marianne, attendez. Ah oui, pardonnez-moi. Allez-y. Parce que vous ne l'avez pas encore. Tout à fait, sinon. C'est sort vendredi. Tous à poil. Ah bah voilà. Vous l'aviez un peu dévoilé tout à l'heure, si j'ose dire. Absolument, très légèrement, si je puis dire. Il y a Déshabillez-nous après l'émission, on veut dire. Effectivement, je dois lancer un dernier sujet, puis après vous retrouverez Hélène Risser pour l'émission Déshabillés. On laissait bien jouer, Hervé Baudry. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. La dernière page de 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Il n'est pas trop tard. François Hollande a mis en garde Vladimir Poutine. Il peut encore éviter l'annexion de la Crimée et empêcher une escalade inutile et dangereuse avec la communauté internationale. Même avertissement des dirigeants du G7. Ils ont demandé à Moscou de ne pas soutenir l'organisation du référendum. Vendredi, John Kerry rencontrera le ministre des Affaires étrangères russe pour trouver une issue à la crise. Je pense parler au nom de la communauté internationale pour pouvoir trouver une solution à cette situation, tout en respectant l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine. Dimanche, les pro-russes de Crimée organisent un référendum de rattachement à la Russie. 5 jours que l'avion de Malaysia Airlines a disparu des écrans radars et toujours aucune trace de l'appareil. Hier, les autorités malaisiennes ont élargi la zone de recherche. Selon une information de l'armée, l'avion aurait fait demi-tour vers la mer d'Andaman. Les autorités malaisiennes ont repoussé les critiques sur la confusion autour des recherches. Ce soir, les familles des 239 passagers restent dans le flou. Des nuages de fumée au cœur de New York. 2 immeubles de la ville se sont effondrés. À l'origine du sinistre, une explosion due à une fuite de gaz. Environ 15 minutes avant l'explosion, une fuite de gaz a été signalée à Conhead, la société qui gère la distribution de gaz. C'est la seule indication qu'il y a eu qu'un accident allait peut-être arriver. Bilan provisoire de cette explosion, 2 morts et 18 blessés. Une journée qui rapporte gros. Dominique de Villepin aurait touché 100 000 € en reprenant du service un jour en septembre au Quai d'Orsay, 10 ans après. Un jour de travail pour faire valoir légalement un droit à la retraite, un droit à 100 000 €. Au Quai d'Orsay où l'on applique la diète budgétaire, ce super bonus passe mal. Changement de propriétaire au Nouvel Obs, Nathalie Collin, directrice générale, et Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire, ont annoncé
ce matin leur démission. Des modifications attendues après le rachat il y a quelques semaines du journal par le trio Bergé-Niel-Pigasse. Laurent Geoffrin devrait tout de même garder un pied dans l'hebdomadaire et rester éditorialiste. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Déshabillons les belles et très douce nuit à vous. À demain avec un grand plaisir, bien sûr.